Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 131. Et pour ce numéro, je vous propose de manipuler une notion assez intrigante sur les fonctions, la notion de décroissance rapide. Et plus précisément, on va regarder ce qu'on appelle l'espace de Schwartz. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. L'espace de Schwartz sera défini comme l'ensemble des fonctions C infinies de R vers R, telles que pour n'importe quelle paire d'entiers naturels K et L, la fonction qui a x associe x puissance K fois f dérivée LIM calculé en x, est borné. On demande à déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que f, qui est dans l'espace de Schwartz, admette également une primitive qui est dans l'espace de Schwartz. Première chose que j'aimerais signaler avant d'aller plus loin dans l'exercice, c'est que cet exercice est tiré d'un exercice tombé à l'oral cette année pour le concours XENS en filière PSI. Donc voilà, ça fait plaisir toujours de vous proposer des exercices qui sont tombés dans des oraux de concours ou également dans des sujets de concours. Donc là, cette fois-ci, c'est un exercice tombé en oral. Alors cet exercice m'a piqué un peu au vif parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vu sur la chaîne, la notion d'espace de Schwartz. Et ça m'a piqué aussi au vif parce que c'est en lien avec peut-être quelque chose que j'aimerais développer plus tard dans les vidéos d'un truc en plus. Donc les vidéos qui seront euh, consacré à développer des sujets dans un cadre un petit peu plus mode court, et notamment le sujet des distributions. J'aimerais bien essayer de vous parler un petit peu des distributions dans ces vidéos-là. Et ici, je vais juste me concentrer sur l'espace de Schwartz en lui-même pour cette vidéo, mais sachez que j'aimerais bien vous parler un petit peu plus de ce qu'on appelle les distributions. Je vais y revenir d'ici quelques instants pour en parler un petit peu quand même. Qu'est-ce que l'espace de Schwartz? Alors l'espace de Schwartz, comme on vient de le dire, c'est l'ensemble des fonctions qui sont à décroissance rapide. Alors là tout de suite, est-ce que vous connaissez un exemple ou est-ce que vous serez capable de donner un exemple de fonction qui apparaît dans cet espace? Je pense que ça fait pas de mal déjà de se poser cette question. Et en effet, un des premiers exemples que vous devriez avoir en tête, c'est faire intervenir de l'exponentielle, et notamment exponentielle de moins x carré. Donc en effet, la fonction qui a x associe exponentielle de moins x carré, c'est une fonction qui se trouve dans l'espace de Schwartz. Et vous pouvez vous amuser à le vérifier assez aisément. Bref, donc ça c'est le premier point à constater. Ensuite, il y a pas mal de trucs assez sympas sur cet espace de Schwartz. On peut constater que si f est dans l'espace de Schwartz, alors toutes les dérivées sont aussi dans l'espace de Schwartz, à cause de la condition ici qui est stable par rapport à la dérivation. Et vous avez aussi une condition par rapport à de la multiplication polynomiale. Donc on peut constater alors que S de R est non seulement stable par dérivation, mais c'est aussi stable par multiplication avec un polynôme. Donc déjà, rien qu'en partant de cette fonction-là, fonction exponentielle de moins x carré, vous avez déjà une grande famille de fonctions qui peut intervenir rien qu'en calculant des dérivées ou en faisant des multiplications par des polynômes. Bon, vous me direz calculer des dérivées, ça fait intervenir des polynômes fois l'exponentielle moins x carré, donc les deux sont plus ou moins liés, en tout cas pour l'exemple de cette fonction-là. Mais on pourrait partir d'autres exemples de fonctions, car inclus dans l'ensemble des fonctions qui sont dans l'espace de Schwartz, il y a des fonctions un peu plus particulières qui sont très utiles, notamment dans la théorie des distributions. J'ai nommé les fonctions test. Et les fonctions test, ce sont les fonctions qui sont de classe C infini à support compact dans R. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions C infini à support compact. Alors, l'idée d'une fonction C infini à support compact, c'est plus ou moins l'idée aussi d'une fonction plateau. Hein, c'est une fonction un peu particulière, les fonctions de plateau. C'est les fonctions qui valent 0 sur un ensemble en dehors d'un certain compact. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire, un support compact, ça veut dire que dans un compact donné, on sait que la fonction est non nulle, mais en dehors, la fonction est nulle. Et dans ce compact, on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Très régulière, hein, bien sûr, il faut que ce soit une fonction super régulière. Déjà, ça doit être une fonction C1, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de coupure nette entre les parties où on vaut 0 et les parties où on ne vaut pas 0. Donc voilà, c'est censé être une fonction qui ressemble un peu à ça, une fonction dite support compact. Et on peut donner des exemples d'expressions qui satisfont ce genre de propriété. Donc notamment, si je considère la fonction f qui a x, donc ça fait partie des fonctions presque de référence dans ce cadre-là.
c'est exponentielle de, si je ne fais pas de bêtises, 1 sur 1 moins x carré. Donc si x, valeur absolue de x est plus petit que 1 strict, et 0 sinon. Voilà, donc si je prends cet exemple-là, en espérant, ouais, je pense que je n'ai pas fait de bêtises, donc si je prends cette fonction-là, bah, vous pouvez déjà constater qu'en effet, on a bien une continuité qui va apparaître, que le support est bien compact parce que c'est dans le segment -1, 1. Et puis, bah, bon, il y a pas mal de petites choses à vérifier, mais notamment vérifier la continuité, puis ensuite la C infini propriété de notre fonction par rapport aux endroits où on a voulu rejoindre les fonctions, donc notamment en -1 et en 1. Et en fait, bah, ça va avoir le même genre de comportement que la fonction exponentielle de -1 sur x carré, qui est une fonction que nous avons déjà rencontrée sur la chaîne. Donc il va y avoir un comportement plus ou moins analogue à cette chose. Bon, bah là, on est en train juste de reporter ce comportement en -1 et en 1 d'une certaine manière. Et donc bah, tout ça, ces fonctions C infini à support compact, hein, comme j'ai dit, ce sont aussi appelées des fonctions test. Et ça permet donc de manipuler ce qu'on appelle les distributions. Hops. Alors les distributions, pour la faire très courte, parce que je ne vais pas développer davantage ici, je ne vais pas en avoir le temps, les distributions, c'est en fait un moyen de généraliser les notions de mesure et de fonction. Donc de fonction et de mesure. Pour donner un exemple, la fonction Dirac, qui est une fonction qui n'est pas une fonction en fait, hein, mais fonction ou mesure de Dirac, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou l'indiciel peut-être de Dirac, bref, la fonction de Dirac qui a la propriété de valoir 0 quasiment partout, sauf en 0, et qui a une propriété aussi vis-à-vis des intégrales à satisfaire. Bref, la fonction Dirac, par exemple, c'est une fonction, enfin, je dis fonction même si c'est pas une fonction, hein, pourtant, hein, mais bon, bref, la Dirac, je vais dire tout simplement ça, la Dirac, c'est pas une fonction, mais pourtant c'est une distribution. Ça peut peut-être être vu comme une mesure, éventuellement, mais généralement, c'est plutôt une distribution qu'on voit ça. Donc là, par exemple, voilà, l'indiciel de Dirac, c'est un exemple de distribution qui n'est pas une fonction. Donc il y a pas mal de petites propriétés assez étranges qui peuvent être satisfaites dans les distributions. Et donc les distributions peuvent se définir là, ici, dans ce que je viens de dire là, on pourrait dire l'ensemble des distributions que l'on voudrait définir sur R, ça serait l'ensemble des formes linéaires que l'on peut définir sur ces fonctions test, donc les fonctions qui sont ici. Et il y a pas mal de trucs assez rigolos sur les distributions, le fait par exemple qu'on puisse dériver autant de fois qu'on veut. Voilà, ça c'est une première chose assez rigolote. Une deuxième chose un peu rigolote aussi, c'est qu'on peut faire des transformations de Fourier, et les calculs de transformation de Fourier font intervenir d'une manière ou d'une autre les espaces de Schwartz également. Donc là, c'est là où aussi l'intérêt des espaces de Schwartz apparaît davantage par rapport aux distributions, c'est notamment des calculs liés à des calculs de transformation de Fourier. Donc bref, il y a tout un pendant d'analyse assez poussé qui qui font appel à des notions de distribution. Et donc bah, là, on est en train de toucher, même si c'est très lointain encore, parce que voilà, il faudrait encore beaucoup de choses à raconter pour arriver à ça, mais on est en train de toucher à quelque chose d'assez important, à une notion assez importante qui apparaît quand on veut manipuler ce qu'on appelle les distributions, donc un assez grand pendant de l'analyse fonctionnelle. Et donc, bon, bah, peut-être, hein, je vais le mettre ici, peut-être on en parlera à travers une saison d'un truc en plus. Alors, ça ne sera pas pour demain, hein, clairement pas. Il y a déjà une saison 1 à terminer, là, à l'heure où je vous parle. Il y aura probablement d'autres saisons que j'aimerais développer, d'autres choses que j'aimerais développer avant d'arriver aux distributions. Mais sachez que c'est dans les tiroirs et j'aimerais bien vous développer un peu plus ce sujet à travers donc ce format vidéo. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que l'étude des espaces de Schwartz, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est vraiment un truc qui est assez important, qui apparaît dans un cadre d'analyse fonctionnelle très, voilà, comment dire, très important quoi, je n'ai pas d'autres mots qui viennent, très important. Bref, donc cet exercice s'adresse plutôt à des étudiants de deuxième année de classe préparatoire, je pense, parce que bon, mais il faut avoir un certain recul pour pouvoir comprendre ce qu'on entend par cette notion-là et essayer de prouver ce résultat-là. Parce que là, oui, ce qu'on a dit rapidement, c'est que l'espace de Schwartz, c'est stable par dérivation, c'est stable par multiplication de polynômes. Mais, a priori, ça n'est pas stable
par un calcul de primitive. Et pour l'instant, c'est pas encore très clair pourquoi c'est pas stable. Il faut manipuler pour essayer de se rendre compte de pourquoi ça peut ne pas être stable en prenant une primitive. Et donc la question qui se pose, c'est à quelles conditions alors est-ce qu'une fonction dans l'espace de Schwartz admettra une primitive? C'est la question qui est posée et qui était donc posée dans ce sujet d'oral. Sans parler de tout ce qu'il y a autour, hein, tout ce que je vous ai dit là à l'instant sur l'espace de Schwartz, ça c'était caché aux candidats. Donc bon, je pense que c'est intéressant juste pour la culture générale mathématique d'en savoir un peu plus là-dessus. Bien, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, c'est déjà beaucoup, vous me direz. Donc, comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je pense que c'est un exercice assez sympa à faire. Résolution. Alors pour la résolution, on pourrait se lancer à faire une analyse synthèse. Alors, je vais faire une petite parenthèse que j'ai pu lire à travers des rapports d'oral, là, notamment de l'année dernière. J'ai constaté qu'il peut y avoir beaucoup de candidats, d'étudiants, qui ont tendance à utiliser analyse synthèse pour dire qu'ils ont une idée dans leur résolution, mais en fait, c'est juste pour camoufler le fait qu'ils n'ont pas vraiment d'idée et qu'ils savent que oui, analyse synthèse, presque, c'est juste pour se sauver la vie en disant oui, je dois faire ça, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, évitez d'utiliser cette terminologie si vous ne savez pas vraiment exactement ce que vous voulez faire, parce que l'analyse synthèse, ça sous-entend que normalement, on doit partir juste des conditions que nous avons, et puis essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, analyser. Essayer de voir un petit peu ce qui se passe vis-à-vis des fonctions qui satisfont cette propriété. Et essayer d'avoir déjà une petite idée de ce qu'on devrait avoir grâce à ça. Puis à partir de cette analyse, on va faire une synthèse en disant, maintenant qu'on est arrivé à un certain résultat, on peut se poser la question, est-ce que ça suffit pour montrer ce qu'on souhaite montrer? C'est ça la synthèse. Le moment de la synthèse, c'est juste vérifier, une fois qu'on a fait l'analyse de la chose, donc une fois qu'on a fait démontrer quelques petites propriétés en partant de ce qu'on voudrait peut-être obtenir, eh bien, essayer de vérifier que ce qu'on a maintenant permet de résoudre le problème ou permet de revenir en arrière par rapport aux propriétés qu'on a démontrées. Donc on part d'une propriété A, on arrive à une propriété B, et puis à partir de B, maintenant, on aimerait voir est-ce que ça suffit pour démontrer ce qu'on veut, ou alors est-ce que ça suffit pour revenir en arrière. C'est ça, faire de l'analyse synthèse. Alors, ici, oui, c'est bien une preuve par analyse synthèse qu'il faudrait faire. Je ne vais pas écrire analyse synthèse, mais ayez en tête que c'est un peu ça qu'il faut avoir, qu'il faut faire. C'est juste que je vais le montrer autrement en disant je vais juste chercher une condition importante pour faire en sorte que ma primitive soit dans S de R. Et une fois que j'aurai cette condition, j'aurai plus qu'à démontrer que c'est bien une condition nécessaire et suffisante, donc si et seulement si. Mais en soi, c'est vraiment de l'analyse synthèse que je suis en train de faire, parce qu'il faut chercher la condition qu'il nous faut pour pouvoir avoir le résultat souhaité. Alors, partons pour cette partie analyse si on veut, et prenons une fonction qui est dans notre espace de Schwartz. Alors si je prends, déjà la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre une primitive? C'est bête à poser, mais c'est quand même hyper important à se poser comme question. Est-ce que j'ai le droit de prendre une primitive? La réponse est oui, j'ai le droit de prendre une primitive, puisque ma fonction, elle est donc C infini sur R, et donc elle est continue sur R. Et ça, c'est amplement suffisant pour pouvoir dire que cette fonction-là admet une primitive sur tout R, et que cette primitive, donc ça, bien sûr la dérivée c'est bien f, qu'est-ce que j'allais dire, cette primitive peut s'écrire sous la forme d'intégrale. Donc ça c'est un des théorèmes d'intégration, donc je pense que c'est le premier théorème d'intégration, appelé aussi premier théorème ou premier principe, ou plutôt théorème. Premier théorème fondamental de l'analyse, ça peut aussi s'appeler comme ça. Donc par premier théorème de l'intégration, vous avez l'existence, donc il existe une primitive grand F de petit f, définie sur R. Donc il n'y a pas de problème. Et on peut aussi expliciter un petit peu plus l'écriture de cette primitive. On pourrait dire aussi, en plus, il existe un x0 dans R, tel que f, grand F de x, c'est l'intégrale de x0 à x de f de t dt. Voilà.
Donc je peux écrire aussi ma primitive sous la forme d'intégrale. Ça aussi, c'est lié à ce premier théorème d'intégration, ou éventuellement peut-être deuxième théorème de l'intégration. Mais bref, c'est vraiment lié à ce résultat-là. Alors maintenant qu'on a démontré que oui, on a bien une primitive, la question se pose, est-ce que cette primitive est dans l'espace de Schwartz? Alors pour être dans l'espace de Schwartz, il faut déjà qu'elle soit C infini. Est-ce que la fonction est C infini? La réponse est évidente. En effet, grand F est dérivable, sa dérivée c'est f, et petit f, on sait déjà qu'elle est C infini. Par conséquent, grand F est C infini. Par construction, grand F est évidemment dans C infini de R. Ça va de soi. Maintenant, essayons de voir si on peut sortir une condition nécessaire à ce que notre fonction f soit dans l'espace de Schwartz. Alors si je suppose que maintenant ma fonction est une fonction dans l'espace de Schwartz. Alors, quand on regarde les conditions qui sont posées, on se rend très vite compte, et c'est ça qui est important à signaler, et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des fonctions à décroissance rapide, on peut se rendre compte que contre n'importe quelle fonction polynomiale, la fonction va tendre vers 0 en fait. C'est pas très difficile à se rendre compte, puisque d'après les propriétés d'être dans l'espace de Schwartz, on a que x f de x est borné. Donc la fonction qui a x associe ce truc-là est bornée. Et comme c'est borné, et alors je vais pouvoir écrire que il existe donc. Ouais. Alors je vais faire ça. Ça va m'être utile pour la suite. Donc pour tout n entier naturel, posons Cn comme étant la norme infinie de la fonction qui a x associe x puissance n. Ah non, c'est pas celui-là qui va m'intéresser. Donc, voilà. Je vais un peu vite là, je pense à un autre truc, mais il ne faut pas que je le sorte tout de suite. Donc ça sera utile après. Je vais juste noter donc soit plutôt k la norme infinie de la fonction qui a x associe x f de x. Voilà. Et en faisant ça, on peut alors affirmer que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à k sur valeur absolue de x. Pour tout x non nul, bien sûr, hein, je pense que ça a plus d'intérêt si x est non nul. Et donc, notamment, si je regarde la limite en plus et en moins infini, je vois que grand f de x doit tendre vers 0. Ainsi, la limite quand x tend vers plus ou moins infini de valeur absolue de f de x, et je peux même enlever les valeurs absolues si je veux, c'est égal à 0. Ok. Et cette condition, ça nous dit quelque chose concernant l'intégrale, hein, mine de rien. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale, quand on tend vers plus infini, ça tend vers 0. Et quand x tend vers moins infini, ça tend aussi vers 0. On se retrouve avec ce genre de choses qui apparaît. Alors, il y a quand même une petite parenthèse aussi à vérifier, parce que là, c'est peut-être un peu bébête, mais là, notre fonction, elle était continue, d'accord. Mais ça ne nous dit pas pour autant qu'elle est intégrable. Mais pareil, par les propriétés d'être dans l'espace de Schwartz, c'est pas difficile de vérifier qu'une fonction qui est dans l'espace de Schwartz est aussi intégrable. Donc, juste rapidement, si f est dans l'espace de Schwartz, on fait pareil, on va considérer, je vais l'appeler K0, la norme infinie de la fonction qui a x associe x carré f de x. Voilà, donc norme infinie. Si je fais ça, je vois assez rapidement que pour tout x dont le module, ou de la valeur absolue plutôt, est plus grande que 1 strict, j'ai la valeur absolue de f de x qui va être inférieur ou égal à cette constante sur valeur absolue de x carré, comme ceci. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon grand f de x est intégrable. Hein, donc, je sais qu'aussi que f était continu, bien sûr, sur tout R, donc notamment entre moins 1 et 1. Et je vois qu'il y a aussi une question d'intégrabilité qui est satisfaite, là, si je vais dans les intégrales de... Enfin, si je vais de 1 à plus infini, mais aussi de moins infini à moins 1. Donc voilà, avec ces petites choses-là, je peux affirmer maintenant que f est intégrable sur tout R. Voilà, grâce à ce que je viens de dire ici. Donc là, ça me permet d'affirmer que je peux très bien remplacer x par plus infini ou moins infini, ça ne posera aucun problème. Donc très bien, maintenant que j'ai dit ça, je peux alors écrire limite, donc ainsi,
l'intégrale de x0 à plus infini de f de t dt est égale à l'intégrale de x0 à moins infini de f de t dt est égale à 0. Et là, on voit, si on a de bons yeux, on voit une condition qui ne va plus dépendre de x0, mais qui va vraiment dépendre que de f. Et la condition, c'est si j'additionne les deux intégrales que j'ai ici, eh bien, je me rends compte que ça, enfin, additionner, pas tout à fait additionner, soustraire plutôt. Si je soustrais les deux intégrales qui sont ici, je vais pouvoir appliquer Schall et avoir la conclusion que l'intégrale sur R, donc de moins infini à plus infini, de f de t, eh bien, c'est égal à 0. J'en arrive à cette condition. Donc ça veut dire que par exemple, l'exponentielle qu'on a vue tout à l'heure, exponentielle de moins x carré, si on veut qu'elle admette une primitive, enfin on va voir qu'en fait elle ne peut pas admettre de primitive, puisque là si on a une primitive qui est dans S de R, ça implique que l'intégrale de la fonction doit être nulle, la fonction de départ est nulle. Donc ça veut dire que notre exponentielle de moins x carré n'a pas de primitive, hein, ça c'est une condition nécessaire, donc ça veut dire que notre exponentielle x carré, moins x carré, n'a pas de primitive, puisque l'intégrale de exponentielle moins x carré n'est pas nulle, donc bah, on n'a pas cette propriété-là. Alors maintenant, est-ce que cette condition va être suffisante? Et c'est là où en fait on va être étonné, mais oui, en effet, ça va être également une condition suffisante. Donc voilà, là je viens de terminer, si vous voulez, la partie analyse, et je viens de démontrer un sens à la condition qui m'intéresse. Donc là, la condition que je suppose être la bonne, ça serait celle-ci, parce que là, en fait, ce qui me convainc, là, arrivé maintenant, ce qui me convainc à me dire que c'est une bonne condition, c'est que j'arrive à une condition qui ne dépend même plus de x0 que j'ai introduite pour la primitive, j'ai une condition qui ne dépend que de f. Donc c'est ça qui commence à me dire, ça peut être la bonne condition. Je ne suis pas forcément sûr à 100% que ce soit la bonne condition, mais ça peut être une condition. Donc là, a priori, la condition nécessaire et suffisante serait intégrale de moins infini à plus infini de f de t dt égale 0. Donc, pour l'instant, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si f dans l'espace de Schwartz admet une primitive grand F également dans l'espace de Schwartz, ça implique que l'intégrale est nulle. Maintenant, qu'en est-il dans l'autre sens? Alors pour l'autre sens, on va considérer maintenant notre fonction f qui vérifie cette condition, et on peut toujours prendre une primitive, ça il n'y a pas de problème. Et là je vais prendre une primitive un peu particulière, je ne vais pas prendre n'importe laquelle, je vais prendre la primitive qui part de moins infini vers x. Et ça c'est tout à fait possible grâce, encore une fois, au fait que f, le petit f, est intégrable sur R. Donc, considérons grand F, la fonction qui a x associe intégrale de moins infini à petit x de f de t dt. Alors, je vais faire la remarque tout de suite parce que c'est important. Vous savez que si vous additionnez à cette intégrale-là l'intégrale qui va de x à plus infini, vous trouvez 0. Donc ça veut dire que cette intégrale-là, c'est aussi moins l'intégrale de x à plus infini de f de t dt. Et ça va être important pour pouvoir dire que on va avoir une symétrie de raisonnement qui va pouvoir se faire entre ce qui se passe en plus infini et ce qui se passe en moins infini. Là, je vais me concentrer à ce qui se passe en moins infini, et vous allez voir que le raisonnement est similaire, je ne vais même pas l'écrire, il est similaire en plus infini. Très bien. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut constater. Maintenant, donc il faut montrer que f est dans l'espace de Schwartz. Donc pour être dans l'espace de Schwartz, c'est une fonction C infini. Ça, c'est déjà clair. On l'a vu tantôt. Car f l'est. D'accord? Donc ça va très très vite. Maintenant, pour tout K et L entier naturel, si L est plus grand que 1, plus grand ou égal à 1, alors je me retrouve avec finalement la fonction qui a x associe x puissance k f dérivée L moins une fois petit f, hein, puisque la dérivée de grand F,
c'est petit f. Donc là, si j'enlève une première dérivée, je me rends compte que je me retrouve avec la fonction f de départ dérivée L-1 fois. Je sais déjà que ça, c'est borné. Pas de problème, parce que je sais, encore une fois, que petit f est déjà dans l'espace de Schwartz. Donc très bien, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule chose à satisfaire, c'est qu'en est-il si je fais x puissance k fois grand f de x. Donc là, c'est qu'en est-il des fonctions qui a x aussi x puissance k grand f de x. Ok. Alors, pour répondre à cette question, pas très difficile, il faut regarder ce qui se passe en moins infini, et il va y avoir une petite astuce, un petit truc rigolo, c'est qu'on va pouvoir simplifier le x puissance k qui se trouve ici, en jouant avec la petite intégrale qui est ici, et notamment en faisant une bonne multiplication par une bonne puissance ici. Je m'explique. Donc si x est strictement plus petit que 0, je vais m'intéresser à ce cas-là. Alors, valeur absolue de x puissance k f de x. Bon, bien sûr, je peux utiliser les inégalités triangulaires, ça, pas de problème, c'est donc inférieur ou égal à x puissance k en valeur absolue, parce que k elle peut être impair, hein, donc attention, intégrale, donc de moins infini à x, c'est ça, et là je fais, et c'est là l'astuce, je pourrais faire valeur absolue juste de f de t, mais le truc super astucieux, c'est de faire la chose t puissance k plus 1 f de t fois t puissance moins k moins 1 dt. Alors pourquoi c'est astucieux ça? C'est astucieux parce que, en fait, le fait de mettre k plus 1 ici, ça vous permet en fait d'utiliser le fait que ce truc-là est borné. Vous savez que ce truc-là est borné, grâce au fait que f est dans l'espace de Schwartz, hein, ça vient à la même chose que ça. Hein. Donc vous savez que ce truc-là est borné. Comme ce truc-là est borné, vous pouvez utiliser une constante qui va apparaître, donc là vous pouvez dire, et c'est ça que je voulais faire à un moment donné, mais je le faisais un peu trop tôt, donc je vais le faire maintenant. Hop. Donc pour k entier naturel, on va noter ck, la norme infinie de la fonction qui a x associe x puissance k petit f de x. Voilà. Donc si je fais ça, ici je peux donc majorer par ck plus 1, et là je me retrouve avec l'intégrale sur k, donc je vais l'écrire, je me retrouve avec ça, inférieur ou égal à x puissance k fois intégrale de moins infini à x de donc ck plus 1 fois, donc j'ai oublié de mettre des valeurs absolues, bien sûr il y a des valeurs absolues, donc 1 sur t valeur absolue puissance k plus 1 dt. Alors la majoration que je suis en train de faire, bien sûr, elle découle, donc je réfléchis 2 secondes, mais bien sûr elle découle de ce qui se passe. Donc là je suis en train de faire des choses pour k plus grand que 1. Parce que pour k égale 0, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Oui, on l'a déjà vu parce qu'on sait que f est intégrable. Voilà. Donc comme f est intégrable sur R, évidemment, l'intégrale de moins infini à n'importe quel x sera bornée. Ça découle directement. Donc bien sûr, pour k égale 0, il n'y a rien à faire. C'est à partir de k supérieur ou égal à 1 qu'il y a quelque chose à faire. Et là, maintenant, je peux affirmer que l'intégrale que j'ai écrite existe bien, quoi. Donc ça, c'est bien intégrable. Et je peux même calculer son intégrale. Son intégrale, ça va être tout bêtement, donc je vais écrire. Donc on a x puissance k f de x en valeur absolue, qui est alors inférieur ou égal. Donc, si je ne fais pas de bêtises, valeur absolue de x à la puissance k. Et après, on va faire la primitive. Alors là, il faut faire attention, c'est une primitive avec une valeur absolue. Donc, il faut tenir compte du signe de t, puisque là, bon, on est dans les négatifs. Donc, comme c'est dans les négatifs, la valeur absolue, c'est moins t. Donc, quand on va faire la primitive ici, il faut faire attention, il faut tenir compte de ce signe. Donc, je vais écrire juste l'expression de la primitive en tenant compte du signe. Donc on va avoir, si je ne fais pas de bêtises, c'est k plus 1 fois du coup moins signe de t divisé par k fois valeur absolue de t à la puissance k. Voilà ce qu'il se passe. Bien sûr, vous pouvez aussi décider de remplacer valeur absolue de t par moins t, mais ici je donne la primitive sous la forme avec la valeur absolue, tout simplement pour que vous puissiez faire le parallèle
avec l'autre intégrale qu'il faudra manipuler dans le cas où x est positif strict. Bref, donc on en arrive à ça, moins infini x. Et maintenant arrivé à ça, je peux le calculer. Je vais peut-être oublier de mettre des parenthèses quand même pour que ce soit mieux. Je peux le calculer en moins infini, donc moins infini ça fera 0 bien sûr. Et là on voit aussi, oui je le dis aussi, on voit aussi l'importance d'avoir encore une fois posé k plus grand ou égal à 1, comme ça k plus 1 c'est plus grand ou égal à 2, et je peux en effet bien calculer la primitive telle que je l'ai fait. Donc maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, moins infini c'est bon, et puis x, le signe de x c'est moins 1, donc le moins va sauter en fait, et on va se retrouver avec valeur absolue de x puissance k qui va simplifier avec la valeur absolue de x puissance k ici, et ça va nous donner ck plus 1 sur k. Ce qui va donc nous donner une borne qui ne dépend plus de x, quoi. Il ne dépend que de la norme infinie de x puissance k fois f, fois petit f, et de k, tout simplement. Donc là, on se retrouve avec, en effet, une fonction qui est bornée, et ce, pour tout k. Donc on est content, on a gagné en moins infini, en tout cas au voisinage de moins infini, on sait que ça va être borné. Et puis ça va être la même chose dans le cas où on est dans plus infini. Donc en fait même, je dis moins infini, plus infini, mais en fait non, là je viens de le prouver pour n'importe quel x qui est négatif, et je vais avoir la même borne pour n'importe quel x qui est positif en utilisant l'autre intégrale. Donc je ne vais pas l'écrire, mais avec un raisonnement analogue, on peut s'en sortir quand x est strictement positif, à montrer que c'est majoré par, encore une fois, la même chose. Donc je vais l'écrire. Ici, je vais le effacer. Hop, de manière similaire, de la même manière, en utilisant le fait que grand f de x peut aussi s'écrire moins intégrale de x à plus infini de f de t dt, on a valeur absolue de x puissance k grand f de x qui est majorée par ck plus 1 sur k. Exactement, vraiment c'est la même manière, c'est la même méthode. Inégalité triangulaire avec l'intégrale, et puis ensuite on fait ressortir l'astuce t puissance k plus 1 qu'on redivise par t puissance k plus 1, et puis on utilise le ck plus 1 qui apparaît, et on calcule l'autre intégrale qui va nous faire simplifier une puissance de x, la puissance k de x, là en valeur absolue. Bien sûr, la valeur absolue va sauter ici quand étant donné que x est positif. Mais bon, avec la même formule, le signe, tout ça, ce que j'ai écrit là serait encore valide dans l'autre cas de figure. Bon, puis bien sûr, la majoration va aussi peut-être dépendre de ce qui se passe en 0. Bon, là, en 0, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Fois x avec k plus grand que 1, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, tout simplement, on vient de démontrer qu'en effet, la fonction est bien majorée partout sur R. Donc, cette majoration est valide sur tout R. Et comme je l'ai dit, le cas k égale 0 est déjà traité par le fait que f est intégrable. Donc, on conclut en effet que grand F est bien dans l'espace de Schwartz. Et ceci permet de conclure la résolution. Bon voilà, je trouve que c'est un très joli exercice et qui fait apparaître 2-3 petites choses en lien avec des notions bien plus poussées d'analyse fonctionnelle. C'est pour ça que j'ai voulu vous en faire une petite parenthèse au début de l'exercice. Et puis voilà, vous voyez la petite manipulation très sympathique d'intégrale. Pensez à multiplier par t puissance k plus 1 et à diviser par t puissance k moins 1, moins k moins 1. C'est quand même assez rigolo comme petite astuce. Ça peut faire penser à des astuces du type plus 1, moins 1 ou des trucs comme ça. C'est exactement le même genre d'astuce qui doit apparaître et qui nous aide à simplifier beaucoup la vie, puisqu'on arrive à simplifier le x puissance k, et en même temps on utilise le fait que ces fonctions-là sont bornées. Donc voilà, je trouve ça très joli. Et cela permet aussi de conclure qu'il y a pas mal de fonctions dans l'espace de Schwartz qui n'avaient pas forcément une primitive dans l'espace de Schwartz, comme l'exponentielle de moins x carré, ce qui n'est pas forcément si évident que ça d'un premier coup d'œil. Bref,
Est-ce que j'ai beaucoup de choses d'autres à ajouter? Je pense pas, hein. Je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel et ce qu'il y avait de plus important à raconter sur cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de parler maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!